Bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission au cœur de l'actu. Ce numéro traite de la sécurité routière et du port du casque qui est pratiquement une grosse épine pour le gouvernement burkinabé. Selon le ministre en charge des Transports Roland Somda, les données statistiques des accidents de la circulation établies par la police et la gendarmerie nationale révèlent qu'en 2022, 24 686 cas d'accidents ont été enregistrés avec 1150 tués et 15 384 blessés. Très récemment, au premier semestre de l'année 2023, il est enregistré 11 717 accidents avec 7 335 blessés et 471 tués. Vous convenez donc avec moi qu'il faut en parler pour contribuer à réduire considérablement ces chiffres. Pour en parler, je ne serai pas seul, je suis en compagnie de trois invités. À ma droite, Maïmouna Karama, elle est chef de service de la promotion sécurité routière à l'ONASER. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Et toujours à côté de la chef de service de la promotion sécurité routière à l'ONASER, nous avons Amidou Ouetrogo, il est membre de l'association Les Casquets du Faso. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci. Et à ma gauche, nous avons Joseph Landry Koulibaly, il est le promoteur de la caravane des casques. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Très bien, alors pour planter le décor, j'aimerais vous inviter, chers téléspectateurs et chers invités, à suivre la conférence de presse de la police municipale de Ouagadougou sur la situation des acrobaties sur les voies publiques et le non-respect des heures de circulation des tricycles. Et on revient pour la suite de l'émission. La police municipale de Ouagadougou a effectué une opération de contrôle du respect des heures de circulation des tricycles dans la commune le jeudi 7 décembre 2023. La circulation de ces engins n'est autorisée que de 5 h du matin à 19 h. Mais le constat est tout autre. Certains conducteurs de tricycles commettent des infractions dans la nuit en transportant des lourdes charges qui constituent un danger pour les usagers de la route. Au cours de la dite opération, ce sont 150 tricycles qui ont été conduits en fourrière. Face aux hommes de médias, le directeur de la sécurité publique a fait le point de leur mission de janvier 2023 à ce jour. Au cours de cette année, du 1er janvier jusqu'à nos jours, nos opérations nous ont permis de mettre en fourrière, dans ce sens, 1637 tricycles. L'opération, rien que l'opération d'hier, du 6 décembre, du 7 décembre 2023 nous ont permis de mettre en fourrière, rien qu'hier, 115 tricycles en fourrière. À cela s'ajoute le phénomène des acrobaties sur la voie qui constitue un réel problème de sécurité publique, mettant en danger la vie des jeunes et celle d'autrui. Lors d'une opération inopinée dans l'arrondissement numéro 12, aux alentours des héros nationaux, dans le quartier Ouaga 2000, le 26 novembre dernier, environ une quinzaine d'engins à 2 roues ont été saisis et mis en fourrière. Et quand vous prenez tout ce qu'on a à faire, qui s'adonne à ça dans la ville de Ouaga, et notamment au rond-point des héros nationaux et également à l'échangeur du Nord, la plupart c'est des mineurs. Et les engins ne sont même pas adaptés pour ça. Et de surcroît, ils ne se protègent même pas d'ailleurs. Lorsque l'engin est mis en fourrière, d'abord on demande aux parents de venir. Lorsqu'ils arrivent, on tente de les écouter, mais la plupart, presque les parents ne sont même pas au courant. C'est-à-dire que les enfants sortent, ils se trouvent dans un autre milieu, voilà, et ça donne à ce truc-là. Mais il y a certains parmi ces gammes quand même, ces personnes quand même, qui savent. Aruna Ouedrago, parent d'un enfant qui s'adonnait aux acrobaties, dit ignorer à ce jour l'implication de son garçon à cette pratique. Néanmoins, il se dit satisfait du travail de la police municipale dans ce sens et interpelle les parents à redoubler de vigilance. Vraiment, je ne savais pas. Si ce n'est pas quand ils l'ont arrêté là, à vrai dire, je ne savais même pas. Puis c'était un dimanche. Quand je suis revenu du boulot, il m'a dit seulement que lui, il était au mémorial là, et qu'il était là-bas. Bon, lui, il s'est arrêté pour prendre son téléphone et puis on lui a attrapé, prendre sa moto. Donc, c'est hier seulement que moi, je l'ai accompagné pour venir voir ce qui s'est passé. C'est là maintenant que l'agent m'a montré qu'on les a arrêtés là-bas, puisqu'ils faisaient les cascadeurs. Donc, il m'a montré même derrière la moto là, et comment dire, les signes montrant qu'il fait. Moi, premièrement, c'est les parents. Ils n'ont qu'à contrôler leurs enfants. Puis je dis, c'est pas cette fois-ci, moi je ne savais pas que mon enfant. Mais comme je suis venu, ils m'ont montré un peu de signes là, sur la moto là. Là maintenant, moi je peux vérifier. Et puis le contrôler à chaque fois. Et puis les enfants là aussi, je leur conseille d'arrêter.
puis c'est leur vie qui met en danger. Les contrevenants devront s'acquitter d'une amende de 6 000 francs CFA pour entrer en possession de leurs engins. La police municipale invite les usagers au strict respect des réglementations afin d'éviter tout désagrément. Alors, chers invités, voilà dépeint pratiquement la situation par la police municipale de Ouagadougou. Alors, d'entrée de jeu, quel est votre avis sur ce point de presse, Amidou Ouetraogo? Merci pour la parole. Et d'entrée de jeu, je dirais que, bon, d'une partie, la responsabilité repose sur les parents, mais d'une autre partie aussi, c'est sur l'individu également, l'enfant également, puisque les parents ne peuvent pas nous suivre de partout, là où on part. Maintenant, c'est à nous de prendre conscience que la sécurité routière, c'est à respecter. Maintenant, si nous ignorons vraiment l'importance de cela peut vraiment nous amener à entraver d'autres situations. Il y a aussi l'état et des infrastructures routières qui exposent aussi. On le dit, on le répète, à Ouagadougou ici, tout le monde est concentré et les infrastructures routières, ça crée beaucoup de problèmes et des accidents et consorts. Donc je dirais que bon, c'est vrai que les parents ont leur part à jouer là-bas. L'éducation de base, c'est à la maison. Mais si l'éducation de base a failli, il faudrait que l'enfant lui-même prenne conscience. C'est très important. D'accord. Alors, Joseph Landry Koulibaly, les chiffres sont assez alarmants. Tout à fait. Alors, pour revenir justement à la question en fait des enfants sur la route, il faut dire que tout repose en fait sur les parents. Parce que quand vous donnez déjà un engin à un enfant à un âge en fait l'âge auquel il n'est pas assez responsable, il va de soi qu'il veut en fait tester tout ce qui est faisable avec la moto. Voilà. Et nous sommes dans un milieu où il y a l'environnement qui influence beaucoup. Et ils ont vu à la télé des gens qui font les rallyes. Ils voient en fait en ville des aînés qu'ils font avec des motos à qui ils veulent ressembler. Donc évidemment, la route donc des monuments des martyrs, c'est une voie assez large, bien dégagée parce que pas très fréquentée. Donc les dimanches, tout le monde est à la maison et tout. Donc je dis que toutes les conditions sont réunies en fait pour justement permettre aux enfants de s'amuser. Donc c'est justement aux parents de savoir que avant en fait de donner la moto à l'enfant, il faut travailler à lui faire savoir l'objectif, en fait, la finalité donc de l'engin. Si c'est pour aller à l'école, dimanche, en fait, vous ne sortez pas avec la moto. Voilà, et vous lui imposez un certain nombre donc de règles qui vous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir contrôler en fait ces sorties et tout. D'accord. Alors, Maïmouna Karama, au regard de ce point de presse de la police municipale, on sait également qu'au sein de l'Orancier, il y a également un point qui a été fait. Est-ce que vous rejetez la pierre aux parents, comme l'a fait, j'allais dire, Amidou Ouetraogo et Joseph Landry Koulibaly? Oui, naturellement, il y a une part de responsabilité qui revient aux parents. Mais les enfants aussi, bon, ils ne sont plus des petits garçons qui ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils sachent que ce qu'ils font est assez grave. Ils mettent leur vie en danger, ils mettent la vie d'autrui aussi en danger. Voilà, parce que bon, on a beau éduquer l'enfant, on a beau lui montrer souvent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et on ne peut pas être 24h/24 derrière lui pour contrôler tous ses faits et gestes. Donc là, quand j'ai vu ce point de presse, j'étais assez ravie quand même de cette action de la police municipale. Voilà, je pense que c'est en multipliant ce genre d'action qu'on pourra venir à bout de ce phénomène-là. Parce que quand... J'ai bien envie même qu'on durcisse un peu les sanctions, voilà, au lieu que le parent puisse venir prendre le lendemain la moto à la police, qu'on puisse garder la moto un peu plus longtemps et que bon, en tout cas on alourdisse un peu en tout cas l'amende pour des faits d'acrobatie. Alors, est-ce que d'une part, c'est vrai qu'on peut dire que les parents sont en partie responsables, est-ce que d'une part également, le gouvernement n'est pas interpellé quand on voit par exemple, on sait que par exemple au primaire, il y a par exemple ce qu'on appelle éducation civique, est-ce que c'est pas également aussi le fait qu'on n'ait pas inclus l'enseignement sur le code de la route depuis le primaire qui peut occasionner cela?
Oui, je suis d'accord avec vous, mais sachez que par rapport à ce sujet, des actions sont entreprises. Au niveau de l'ONASER, on a travaillé avec le ministère en charge de l'enseignement pour voir dans quelle mesure on peut en tout cas inclure l'enseignement du code de la route dès l'école primaire. Je pense que le gouvernement a pris en tout cas l'engagement que ça soit une réalité. Sachez que depuis 2008, on avait élaboré un manuel dans ce sens, mais qui s'était un peu buté aux difficultés financières, parce qu'il fallait rappeler les enseignants, c'est des coûts énormes qui étaient difficilement supportables. Donc là, il faut revoir ce manuel, le relire, l'adapter aux réalités actuelles. Mais sachez que c'est une préoccupation, en tout cas, qui tient à cœur le gouvernement. Et je pense que l'enseignement du code au niveau de l'école primaire verra le jour très prochainement. D'accord, alors je laisse toujours pratiquement sur la question. Alors Amidou Ouedraogo parlait tantôt de la responsabilité au niveau des parents. La question même est de savoir, est-ce que les parents, j'allais dire eux-mêmes, sont mieux informés et mieux outillés en ce qui concerne même le code de la sécurité routière? Bon, j'allais dire malheureusement, pas dans toutes les familles. Il y a de ces parents aussi qui prennent leurs responsabilités, qui le savent bien. Vous savez, de nos jours, les jeunes, bon, tu vas voir un jeune de 15 ans, 14 ans rouler à moto. Alors normalement, il y a des permis de conduire. Il y a des permis de conduire aux gens à 2 roues que nous devons aller vraiment nous inscrire et suivre ces cours également. Donc les parents, il y a de ces parents qui ignorent cela. Et il y a de ces parents qui ne prennent pas le temps même d'éduquer leurs enfants, qui ne prennent pas le temps de discuter avec leurs enfants. Il y a du laisser aller. Donc je ne dirais pas que la faute, je ne repose pas la faute au niveau des parents, mais plutôt je vous rejoins au niveau du gouvernement, il y a du laisser aller. Il faudrait vraiment rendre sévère, il faudrait des notes vraiment qui pourra vraiment sanctionner ces gens-là, ces jeunes qui refusent vraiment d'adopter les bonnes pratiques. D'accord. Alors, Joseph Landry Coulibaly, est-ce que, en termes de sensibilisation, est-ce qu'on peut dire qu'à votre niveau, au-delà de distribuer des casques à l'ensemble de la population, est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation qui sont menées dans ce sens-là, en ce qui concerne la sécurité routière? Oui, déjà, il faut dire que nous, quand on parle de caravane des casques, l'objectif principal n'est pas en fait le port du casque. Parce que déjà le casque c'est un équipement de protection. Avant la protection, il y a la prévention. Donc ce n'est pas en fait d'amener tout le monde à porter les casques et nous amener à continuer à enregistrer en fait le même nombre d'accidents chaque année. Donc nous mettons surtout l'accent en fait sur la prévention et à travers donc des actions de sensibilisation. Et ce que nous faisons d'ailleurs, c'est chercher à comprendre la perception en fait des populations avant donc nos activités. Ça veut dire que nous procédons avec l'aide de l'INSS à des enquêtes donc de compréhension pour savoir quel est déjà en fait le comportement et quelle est la compréhension des parents et des enfants face donc à certaines situations. Et c'est avec les réponses que nous collectons que nous formulons en fait nos activités. Donc avec les enfants, par exemple au niveau donc des écoles primaires, nous parlons beaucoup plus de la sécurité des piétons sur la route, où nous les invitons à éviter au maximum en fait les abords des grandes voies, parce que vous savez, les goudrons en fait doivent être organisés de telle sorte que les piétons également puissent donc se déplacer sur les trottoirs que nos commerçants ont transformés en comment on appelle ça, en point de vente. Donc le piéton n'a plus de place en fait autour des voies bitumées. Donc nous invitons les enfants à utiliser au mieux en fait les pistes donc dans les quartiers et n'arriver en fait ne rencontrer en fait le goudron qu'en cas vraiment de nécessité. Voilà. Et pour ceux qui viennent aussi à moto avec les parents, nous essayons justement de faire des enfants les sensibilisateurs donc des parents. D'accord. Alors, à vous entendre, on dirait que les responsabilités sont assez partagées. Là, on parle des enfants, on parle du gouvernement, on parle des parents. Et tout à l'heure, Maïmouna Karama disait qu'il y a des actions qui sont menées par le gouvernement pratiquement dans ce sens-là. Mais les chiffres sont quand même assez alarmants. Hein. Quand on prend les chiffres, les données même par l'ONASER, on parle pratiquement de 3 décès par jour de suite d'un accident de la circulation routière. Alors,
Qu'est-ce qui peut donc expliquer ces chiffres qui sont, j'allais dire, quand même alarmants? Je suis d'accord avec vous, ces chiffres sont vraiment interpellateurs. Et la principale raison pour laquelle on a ces chiffres, c'est tout simplement les mauvais comportements des usagers de la route. Voilà. En première position, on a le non-respect du code de la route, tout simplement. Aujourd'hui, qui ne sait pas qu'un feu rouge, à la vue d'un feu rouge, il faut s'arrêter obligatoirement. Mais malheureusement, tu vas voir des gens brûler le feu, soit disant qu'ils sont pressés, etc. Ou alors parce qu'il n'y a pas un policier qui est arrêté au feu. Voilà. Il y a en tout cas ce fait-là qu'on remarque tous les jours que Dieu fait dans la circulation. Il y a aussi la pratique de l'excès de vitesse. La vitesse est une cause d'accident, mais c'est aussi une cause d'aggravation de l'accident. Quand un accident a lieu à faible allure, les conséquences sont moindres. Vous allez voir même que la police n'aura même pas la peine de se dépêcher sur le lieu de l'accident pour faire un constat. Parce que les deux usagers qui seront entrés en collision se seront compris, personne n'est blessé et chacun va circuler et continuer sa route. Mais dès lors qu'il y a la vitesse qui entre en jeu, on ramasse des blessés graves, on ramasse aussi des décès. Il y a aussi ce fait qui prend beaucoup la mode et qui est beaucoup à la mode, pardon, c'est l'utilisation du téléphone quand on est en circulation. Vous êtes d'accord avec moi que ça occasionne vraiment beaucoup d'accidents. Parce que quand vous êtes sur votre téléphone, votre attention est détournée de la circulation. Alors que c'est un lieu où il faut rester constamment concentré pour pouvoir anticiper même les gestes des autres usagers de la route. Donc l'utilisation du téléphone, c'est vraiment une cause des accidents dans notre pays. Il y a aussi la conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de drogue. Malheureusement, nous sommes en train de rentrer dans la période où on va enregistrer malheureusement le plus d'accidents dus à ce fait-là. Parce que les gens vont prendre de l'alcool et ils vont quand même conduire dans cet état-là. Mais on leur dit que boire et conduire, ce n'est pas compatible. Entre les deux, il faut choisir ce qu'on fait. Okay. Voilà. En plus de ça, sans oublier en tout cas nos transporteurs, il y a la fatigue et la somnolence au volant. Voilà. Et pour avoir travaillé avec les forces de défense et de sécurité sur la RN1 et la RN7, il ressort que la plupart des accidents qui interviennent, en tout cas tard la nuit ou au petit matin, c'est dû à la somnolence au volant. Donc voici quelques mauvais comportements que les usagers de la route adoptent qui entraînent des accidents. Mais permettez-moi de revenir sur deux, en tout cas, causes d'aggravation de l'accident, qui vont faire que le nombre de blessés va augmenter et le nombre de tués va augmenter. C'est le non-port du casque et le non-port de la ceinture de sécurité. Voilà. D'accord, on aura l'opportunité de revenir pratiquement sur le port du casque et pratiquement on en tiendra compte. Mais là, j'aimerais quand même revenir. Quand on prend par exemple la circulation routière, on voit par exemple, il y a la police municipale, nationale qui est pratiquement au niveau des voies pour, j'allais dire, régulariser cette situation-là, cette circulation-là. On va voir quelqu'un, on le prend aujourd'hui, demain, la personne, on le prend encore, et la personne s'en va juste payer son argent et puis la personne récupère sa moto. Au pire même des cas, certaines personnes vont faire des arrangements sur la voie et puis continuer. Alors, au regard de cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer de sensibiliser ou aller à la répression, c'est-à-dire durcir pratiquement le ton? Alors, moi, je pense qu'il y a certains comportements en fait, qui encouragent l'incivisme sur la route. Ce sont les coups bas en fait, entre le policier sur la voie et donc l'usager fautif. Voilà. Tant que l'usager en question ne perd pas quelque chose d'essentiel, en fait, il ne saura pas que ce qu'il fait est grave. Parce que, comme vous l'avez dit, qu'il soit en infraction et qu'avec un billet de 2000, il récupère sa moto, ou même souvent on vous dit, non, allez-y déposer, de toute façon je connais quelqu'un voilà, qui va gérer et tout. Donc on l'encourage, demain encore il va le faire. Mais imaginez que on vous prenne votre moto et vous ne savez pas, vous faites le tour de tout le commissariat de Ouagadougou, vous ne savez même pas en fait où exactement la moto se trouve. Voilà. Vous partez là, on vous dit non mais ce n'est pas ici, allez-y en fait au commissariat central qui va justement vous réaffecter. Et partout où vous partez, on essaie pour que
vous sachiez en fait à quel point vous fatiguez les autres usagers, vous fatiguez l'État, vous fatiguez vos parents à travers donc vos comportements. Ça, je pense que si on était assez dur comme ça, on allait encourager, on allait décourager en fait certains comportements. D'accord. Alors, Amidou Ouedraogo, on voit que Joseph Landry a apporté une proposition qui, pour lui, pourrait véritablement aider à réguler cette situation-là. Mais en ce qui vous concerne, les casquets du Faso, est-ce qu'il faut durcir le ton? Bon, j'allais rejoindre mon ami. Il faut durcir vraiment la répression, c'est bien, mais l'éducation demeure meilleure. Il faut éduquer les gens. Parce que tout comme il a si bien dit, tu peux beau sanctionner l'usager, mais il va payer. Il va passer par autres moyens pour récupérer son engin et tout, pour partir. Mais l'éducation demeure le moyen essentiel. C'est d'ailleurs, nous, dans notre association, on initie les 72 heures de l'éducation routière au profit des tout petits des enfants, pour les amener à aimer vraiment le code de la route, à adorer le port du casque également. Et les parents nous envoient des messages positifs, comme quoi les enfants ont adoré, les enfants aiment, et puis voilà, pour sortir, même ce sont les enfants qui rappellent que non, papa, il faut porter un casque, il faut mettre sa ceinture de sécurité et tout. Donc, psychologiquement, ça marque les enfants, et les enfants grandissent avec cela. Maintenant, si dès le bas âge, ça a failli, et que tu grandis, bon, tu ignores l'importance même du port du casque, l'importance de la sécurité routière, mais on va beau sanctionner les gens, mais il y aura toujours des gens parmi les gens qui vont enfreindre ces règles-là. Donc j'allais dire, l'éducation est meilleure, mais il faut la répression, parce que le Burkinabé, tant qu'on ne sanctionne pas, il ne prend pas ça au sérieux. L'éducation est meilleure. Alors, je reviens avec Maïmouna Karama. On voit pratiquement que, vous l'aviez dit à l'entame de cette émission-là, qu'il y a des actions qui sont mises en œuvre par le gouvernement pour venir à bout, pratiquement, j'allais dire, réduire même ce qui se passe actuellement. Alors, quelles sont peut-être ces actions qui sont mises en œuvre en griffe rapidement? D'accord. D'abord, il faut dire que notre pays est l'un des pays les plus nantis en matière de textes sur la sécurité routière. Donc, le terrain est déjà balisé. Il reste à passer vraiment au respect de ces textes-là. Ensuite, le gouvernement, à travers le ministère des Transports et aussi l'Office national de la sécurité routière, mène plusieurs actions, en tout cas dans le sens de la réduction et du nombre et de la gravité des accidents de la route. Chaque année, nous organisons plusieurs campagnes de sensibilisation. Il y a par exemple la campagne La rentrée scolaire en toute sécurité routière. Cette année, nous l'avons menée à Banfora. C'est une campagne au cours de laquelle on va sensibiliser les scolaires et à bien se comporter sur la route, à porter le casque, en tout cas avoir des gestes responsables quand ils sont en circulation. On va aussi rappeler la population de prendre en compte les enfants qui reprennent le chemin de l'école, en tout cas dans leurs habitudes dans la circulation. Il y a aussi la Semaine nationale de la sécurité routière que nous organisons. Cette année, c'était à Bobo, par exemple, et où le Premier ministre a patronné l'activité. Il était avec nous à Bobo. On a mené plusieurs actions de sensibilisation. On réalise des émissions radiophoniques, des émissions télévisuelles. Nous faisons des sensibilisations grand public. Et en tout cas, en plus de toutes ces actions de sensibilisation, de communication, chaque jour, il y a au moins 5 missions de contrôle de la vitesse que nous déployons sur les routes de notre pays pour justement lutter contre la vitesse. C'est vrai, parce que c'est vraiment l'une des premières causes d'accident et d'aggravation de l'accident dans notre pays. Et nous ne restons pas là pour parler du port du casque. Et le gouvernement a aussi élaboré un programme d'action en vue d'aboutir au port intégral du casque dans notre pays. Ça passe par des actions de plaidoyer. Ça passe par des rencontres d'échange avec les vendeurs de motocycles, avec les associations de parents d'élèves, avec les élèves eux-mêmes, en tout cas avec tous les acteurs qui interviennent
voilà, dans ce domaine qu'est la sécurité routière. Donc voici en gros quelques actions que nous menons chaque année, en tout cas. Même demain par exemple, il y a une équipe qui sera dans une école primaire pour montrer aux enfants comment bien se comporter sur la route. D'accord. Alors, Amir Ouedraogo, pas plus que ce 12 décembre, il y a eu pratiquement beaucoup d'auto-écoles qui ont été fermées. Alors, est-ce qu'on peut dire en fait que s'il y a ce désordre-là dans la circulation, est-ce que les auto-écoles ne sont pas en partie responsables? Quand bien même on sait un peu qu'il y a certaines personnes qui, de par leur volant pratiquement, vont créer ce désordre-là en circulation, est-ce que les auto-écoles ne sont pas en partie responsables? Bon, je dirais que les auto-écoles, bon, entre griffes en partie responsables, oui, mais je n'accuse pas les auto-écoles. Il faut dire que la sécurité routière doit passer d'abord par la responsabilité individuelle. Comme quoi, même tu vas beau être les moniteurs, je parle des moniteurs, ils vont beau mettre la rigueur au niveau des cours et tout, mais le gars, il est obligé, il peut se ranger pour avoir juste un permis de conduire, et après, maintenant, il s'en fout. Donc, la sécurité routière doit forcément, essentiellement, reposer sur la responsabilité individuelle. Donc, bon, et reposer la faute sur les auto-écoles, c'est pas évident. C'est vrai qu'on a fermé d'autres écoles, mais qui ne sont pas dans les règles également. Donc c'est pour dire que c'est pas qui veut ouvrir une auto-école ou c'est qui peut. D'accord. Alors justement, je vois que Maïmouna veut réagir par rapport à cela. Alors s'arranger pratiquement pour prendre peut-être son permis de conduire. Est-ce qu'il y a eu des fois où au niveau de l'ONAC, il y a eu des interpellations par rapport aux auto-écoles en ce qui concerne la formation? Bon, non. Je dirais que non. Tout simplement parce que les auto-écoles sont chargées de la formation du candidat, voilà, à l'obtention du permis de conduire. Mais c'est le ministère du Transport, et en charge des transports, pardon, à travers la Direction générale des transports terrestres et maritimes et les directions régionales en charge des transports, qui est habilité à octroyer en tout cas un permis de conduire. C'est pour dire que si, en tout cas, à l'issue de l'épreuve du code de la route, de l'examen du créneau et de la conduite, on a jugé que le candidat est assez bon pour avoir le permis de conduire, c'est qu'il est bon pour avoir le permis de conduire. Donc je pense que le problème se situe après cela. Voilà. À la responsabilité même, voilà, de l'usager qui a obtenu le permis de conduire. Sinon, vous êtes d'accord avec moi que dès lors que vous commencez vos cours de code de la route, vous devenez une autre personne en circulation. Donc, je pense que c'est vraiment l'individu le problème. D'accord. Alors, Joseph, vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Je suis d'accord avec Madame Karama. Déjà, il faut dire, je me rappelle que l'année passée, je discutais avec un de mes enseignants qui m'a dit qu'on s'expose plus en fait aux accidents quand on sort de l'auto-école. Parce que vous comprenez mieux en fait la route et son langage. Vous voulez en fait respecter ses consignes. Et c'est là en fait que vous aurez forcément quelqu'un quelque part justement pour vous créer des problèmes. Mais moi j'aurais quand même aimé dire que il serait bien qu'on revoie en fait le système d'évaluation, même de dispensation donc des cours au niveau donc des auto-écoles, surtout pour la première partie, à savoir donc le code. Les moniteurs, d'abord, vous savez, ils sont beaucoup plus concentrés sur vous faire lire les 400 diapos en fait et vous donner les réponses. Donc, du coup, celui qui va à l'auto-école, il a le code, mais il ne comprend pas forcément en fait le sens des panneaux. Parce que c'est A, B. Du coup, bon, tu arrives, quand tu vois, tu te rappelles juste la réponse qu'il faut mettre. Voilà. Et au lieu justement de comprendre pourquoi c'est fait. Et je me dis que c'est peut-être aussi lié au niveau en fait des moniteurs. Chaque auto-école trouve donc son moniteur et puis bon, on essaie, pourvu seulement qu'il puisse vous dire quelle est la réponse. Si on arrive quand même à réglementer ça, je crois que les gens vont comprendre. Mieux on comprend en fait, donc mieux on respecte. D'accord.
Alors, mieux on comprend, mieux on respecte, et nous voyons que le gouvernement a annoncé pratiquement, j'allais dire, des mesures fortes en ce qui concerne le port du casque, et je vais dire que c'est pratiquement l'une des grandes choses que le gouvernement est en train de mettre encore en œuvre pour pouvoir évidemment réduire le taux de mortalité en circulation. Et nous avons tendu notre micro à quelques usagers de la capitale de Ouagadougou. Avec la cabine technique, nous allons aller suivre sur le reportage, le temps de revenir pour en parler. Le Burkina s'apprête à franchir une nouvelle étape en matière de sécurité routière. Lors de la séance plénière du 5 décembre 2023, le ministre des Transports a été entendu par les députés sur la réglementation du port du casque. Roland Somda a déclaré que l'étape de la sensibilisation va se poursuivre jusqu'en 2024 avant l'activation de la phase répression pour les usagers récalcitrants. À Ouagadougou, l'annonce est bien accueillie par les usagers. Ils sont tous unanimes sur l'importance vitale du port du casque. Je ne suis pas contre la loi, c'est bon. Vu la circulation, la sécurité de nous, ceux qui roulent sur les engins aussi. C'est pour notre bien. Je ne suis pas contre cette loi-là, c'est bon, c'est important. Moi-même, je vais chercher mon casque là aussi. D'habitude, je parcours des longues distances. Donc, je vois le vent, la sécurité, tout ça là. Donc, il me faut pour moi aussi. Voilà pourquoi je me suis renseignée du prix. Je vais aller me préparer. Dès que je gagne l'argent, seulement je viens payer. C'est une bonne idée. Tout le monde doit porter les casques parce que ça protège. Les accidents, vraiment, ça évite beaucoup. Quand tu tombes, si c'est sur la tête, ça va beaucoup t'aider. Voilà, ça va t'épargner en tout cas de beaucoup de choses. C'est très bien de porter le casque. Oui, j'invite tous les Burkinabés à payer les casques pour la protection. Avec 17 000 francs CFA, un usager peut se procurer un casque pour sa sécurité, a laissé entendre Abdul Rachid Bikenga, un revendeur. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que déjà, il y a beaucoup d'accidents sur la route. Voilà, si déjà on applique cela au Burkina Faso, ça va un temps soit peu diminuer les accidents. Voilà, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle. Bon, pour éviter les accidents, moi je leur dis de payer les casques. Voilà, les casques sont moins chers de jour en jour. Donc c'est mieux de payer les casques et de les porter. Là, ça va éviter un peu les accidents, quoi. L'initiative est belle et salutaire parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Et quand tu arrives, on te dit que c'est la tête qui est touchée. Mais si tu as un casque, ça peut aider. Je suis venu acheter un casque, donc je ne peux pas dire que le casque n'est pas bon. Oui, c'est très bien. Moi-même, je préfère ça. Ça te protège contre le soleil. Et puis, en cas d'accident, c'est très bien. Je conseille tout un chacun de vouloir avoir un casque. C'est très important. Au moins 2 personnes décèdent par jour de suite d'un accident de la circulation routière d'après l'ONASER. Il faut noter également que 11 717 cas d'accident ont été enregistrés à la date du 30 juin 2023, entraînant 471 décès et 7 335 blessés, toujours selon la même source. Voilà, en ce qui concerne l'application de la loi qui porte en ce qui concerne le port du casque, le port obligatoire du casque. On l'a dit, le gouvernement a annoncé des mesures fortes en ce qui concerne même le port obligé de ces casques-là. Donc, on va dire que c'est une répression qui s'annonce d'ici à 2024. Alors, Amidou, est-ce que on devrait même arriver à une répression pour amener la population burkinabé à porter même le casque? Bon, j'allais saluer déjà l'initiative et vivement que ça puisse rentrer en vigueur. Et je dirais que obligé, on allait en arriver. Parce que le Burkinabé, on va beau sensibiliser, on va beau parler, il va pas prendre ça au sérieux en fait. Mais dès qu'il y a la répression, il prend plus au sérieux. Prenons par exemple les cartes grises quand on t'arrête pour contrôle. Tu n'as pas ta carte grise, tu sais que tu es en infraction et tout. Donc, déjà même le port du casque, il faudrait que ça soit obligatoire sur le plan national. Et ceux-là même qui doivent vraiment donner l'exemple. J'allais inviter ceux qui sont dans du corps, les policiers, les militaires et autres.
si eux ils donnent l'exemple palpable, je pense que les gens vont suivre et que la personne qui va déroger à ces règles-là sera face vraiment à son destin et que voilà. Je pense que la répression est meilleure et vivement que ça puisse rentrer en vigueur. D'accord. Alors, Maïmouna Karama, est-ce qu'il faut aller à la répression? Oui, il faut aller à la répression, mais non, on ne devrait pas en arriver là. Voilà. Parce qu'il faut que les gens comprennent que porter le casque, c'est leur vie qui en dépend. Voilà, tout simplement. Si chacun avait pris conscience que le fait de monter sur une moto sans porter le casque, il est en train de risquer sa vie, je pense qu'on n'aurait pas besoin d'aller à la répression, voilà, pour qu'on porte le casque. Il faut que les gens sachent que 70% des tués sur place lors d'un accident de la route, c'est dû à un traumatisme crânien. Donc imaginez le nombre de personnes qu'on aurait pu sauver si ces personnes avaient porté le casque. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous dépassez un accident de la circulation routière, si c'est des motocyclistes qui sont en tout cas victimes, vous allez voir que la plupart du temps, la tête là est touchée. Il y a du sang qui sort quelque part sur la tête. Donc, lors d'une conférence même où on a eu à dire que la tête de l'homme, elle est tellement fragile, c'est comme une pastèque. Il y avait un sapeur-pompier à côté qui m'a dit, non madame, c'est comme une calebasse. Pour vous dire que c'est la partie la plus sensible de notre corps. On n'a pas de tête de réchange. Voilà. J'ai l'habitude de dire que quand un accident a lieu, que c'est le pied ou le bras qui est cassé, on peut facilement mettre un plâtre, on peut même vivre sans un pied, on peut vivre sans un bras. Mais quand c'est notre tête qui est touchée, malheureusement on ne peut plus rien faire pour nous. Il n'y a pas de tête de réchange, il n'y a pas de retour en arrière. Comme je l'ai dit, un accident ça peut arriver à tout le monde. Et quand on est sur un deux roues, il faut que la population sache que le seul moyen que j'ai de me protéger, en tout cas d'une mort certaine, en cas d'accident, c'est de porter un casque tout simplement. Il faut que chacun comprenne que sa vie en dépend. À ce que je sache, on ne dit pas à l'avance quelles sont les personnes qui vont partir dans un accident de la route. Parce qu'on pense à toi que ça n'arrive qu'à l'autre. Alors qu'à chaque tournant de la circulation routière, un accident est vite arrivé. Et il vaut mieux être prêt, voilà, et mettre toutes les chances de son côté de ne pas en mourir en portant le casque. Donc on ne devrait pas arriver à la répression. Chacun devrait comprendre et puis porter le casque tout simplement. D'accord, on ne devrait pas arriver à la répression, chacun devrait porter le casque tout simplement, c'est-à-dire que ça doit pratiquement être volontaire de plein gré. Alors on voit que, j'allais dire, le gouvernement pratiquement a pris un décret en 2005 portant obligation d'intégrer même le casque aux équipements d'accompagnement des véhicules motorisés à deux roues lors de la vente. Maintenant, le constat sur le terrain est tout autre. Alors qu'il est dit en fait que non, chacun doit travailler à porter le casque. Je ne vais pas payer une moto, on ne me donne pas un casque. Je suis obligé de payer le casque après avoir payé la moto. Alors qu'il y a une loi qui est mise en œuvre, un décret qui est pris par rapport à cette situation-là. Que faut-il faire? Est-ce qu'on ne va pas dire en fait que c'est parce qu'il n'y a pas de suivi qu'il y a ce problème-là? Ah oui, tout à fait. Parce que déjà, il faut dire que c'est depuis 1978, je parle sous le contrôle de l'ONASER, que la première loi, en fait, ou le premier décret relativement au port obligatoire du casque a été adopté. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça continue. Et nous avons, l'année passée, fait un travail avec les vendeurs de cycles pour comprendre pourquoi, en fait, malgré la loi qui existe depuis, on continue de nous vendre en fait les motos sans casque. Alors ils nous ont dit qu'ils ne reçoivent pas en fait toutes les motos avec les casques. Parce que ce qu'ils appellent les motos d'âme viennent sans casque. Donc si eux ils doivent vendre la moto avec le casque, ça veut dire qu'ils perdent quelque part parce que quand le client vient, il fait tellement de remises, voilà, que c'est pas possible. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a plein de vendeurs de motos qui ont leur boutique de vente de motos. Et ailleurs, ils ont en fait une boutique donc de vente de casques. Et la plupart des marques de casques que nous avons, en fait, se réfèrent à une marque de moto. Yamaha, etc. Donc, ça veut dire que souvent, ils reçoivent en fait les motos avec les casques. Et quand ils arrivent, ils enlèvent les casques, en fait, qu'ils déportent donc dans une boutique de vente de casques. Et quand tu réclames ton casque, on va te dire non, bon, il y a mon frère qui vend des casques là-bas, il faut aller. Je pense que
c'est d'abord ce qu'il faut revoir. Si tout le monde a un casque, ça veut dire que tu paies ta moto et tu as ton casque, il est beaucoup plus facile justement de le porter, en fait de l'utiliser, que quand il faut payer déjà la moto, tu as saigné pour payer, et après encore on vient justement te dire que il te faut payer un casque. Et ce que je crains justement avec cette déclaration, c'est que on revienne encore à ce qui s'est passé l'année passée, non seulement à une augmentation donc des prix de casque et à une prolifération des espaces donc de vente de casques. Il y a plein de personnes qui vendent actuellement des casques au bord de la route, en fait, qui n'est pas recommandé parce que déjà tout est exposé au soleil. Vous gâtez non seulement la calotte, mais aussi en fait l'écran. Alors il y a beaucoup de vendeurs de motos qui disent que lorsqu'ils payent les motos, lorsqu'ils importent les motos, ce n'est pas suivi de casque. Ils sont obligés de trouver une politique pour pouvoir offrir les casques là pratiquement, je l'ai dit gratuitement, à leurs clients. Alors, est-ce qu'il y a un accompagnement par rapport à cela pour les aider dans ce sens-là, vu qu'il y a une importation? Oui, Lonacer est là. D'accord. J'allais dire tout simplement, comme vous l'avez dit, le décret 2005-231 les oblige à vendre la moto neuve avec un casque. Mais aussi au niveau du ministère du Commerce, parce que c'est des commerçants, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de vendre une moto sans casque. Vous parliez tantôt de suivi. Je pense qu'il y a eu une sortie du ministère du Commerce il y a quelques semaines de cela pour aller voir l'effectivité de ce décret-là. Et je pense qu'il y a plusieurs commerçants qui ont été amendés parce qu'ils vendaient des motos et il n'y avait pas de casque. Donc c'est des commerçants, ils sont, je dirais, au courant des textes. Bon, je sais par exemple que je ne dois pas vendre la moto sans... Parce que le casque fait partie intégrante de la moto en réalité. Voilà. Donc je ne vois pas d'usine sérieuse qui peut produire des motos sans les accompagner de casque. Je ne vois pas un pays sérieux, voilà, qui va aller payer des motos, voilà, dans une usine quelconque et que ça ne sera pas accompagné de casque. C'est juste inadmissible, quoi. Parce que tout le monde sait que le casque fait partie intégrante, voilà, de la moto. Et le terrain a été balisé suffisamment, voilà. Et Dieu merci, le ministère du Commerce a commencé en tout cas à contrôler cela et nous les exhortons à continuer ces actions. Même si nous aussi, on continue les actions d'échange avec les vendeurs de cycles pour qu'ils respectent ces décrets-là. Alors, le temps de revenir pratiquement, il est question pratiquement de répression et on parlait tout à l'heure de sortie. D'ailleurs, le ministre Roland Somda l'a affirmé le 5 décembre dernier devant les députés, je cite, hein, nous poursuivons nos sorties pour que les motos soient vendues avec des casques. C'est-à-dire, quand il dit nous poursuivons nos sorties, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu plusieurs sorties. Et malgré ces différentes sorties, il y a quand même toujours des commerçants qui continuent toujours de vendre les motos sans casque. Bon, je suis d'accord avec vous. C'est pour cela que nous allons poursuivre effectivement ces sorties-là, pour venir à bout vraiment de ce mauvais comportement-là. Mais aussi, c'est l'occasion pour moi d'interpeller les usagers, ceux qui partent payer les motos. Sachez que quand vous payez une moto, vous avez droit à un casque. Si un commerçant ne le fait pas, de grâce, allez-y voir ailleurs, tout simplement. Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs commerçants qui respectent ces décrets-là. Donc, je les exhorte à laisser et à dénoncer. Parce que sachez que dans le décret, il est prévu même des peines d'emprisonnement, avec des amendes à payer pour tout commerçant qui sera pris, en tout cas en train de vendre une moto. Avec des amendes à payer. Déjà, quand tu payes ta moto, Amidou, quand tu payes ta moto, tu as droit à un casque. Ouais. Puisque les textes le disent. Donc, bon, c'est l'information quelque part. Il faut arriver à un moment donné de comprendre que les ministères seuls ne peuvent pas faire cela. Il faudrait que la population même intègre. Par exemple, moi, je pars pour payer, comme madame l'a dit, pour payer ma moto. S'il n'y a pas de casque, je me renseigne d'abord. S'il n'y a pas de casque, je change de lieu et puis je pars payer ailleurs. En fait, je pense que si la population adopte cela, les commerçants seront obligés de vendre les motos avec casque. Il n'est pas question de vendre une moto sans casque. Donc, c'est la population. C'est une invite à tous ceux ou celles qui veulent s'en procurer d'une moto. Franchement, c'est de veiller à cela. Posez la question d'abord, est-ce que c'est accompagné d'un casque ou pas? Si tel n'est pas le cas, vous changez de cas. Parce qu'il y a plusieurs points de revente
et vous pouvez vous en procurer. Alors, parlant du décret, j'aimerais revenir avec l'ONASER. Le même décret a tenu compte des sanctions contre tout vendeur qui refuserait d'appliquer ce décret-là. Et la peine même va de 1 million à 25 millions de francs CFA. Alors, si ces sanctions-là étaient vraiment mises en pratique, est-ce que ça n'allait pas contraindre certains vendeurs à se ranger? Je pense que, comme monsieur le ministre en charge des Transports l'a dit, nous avons commencé, en tout cas avec le ministère du Commerce, des actions de contrôle allant dans ce sens. Et ça va se poursuivre. Parce que pour arriver à la répression, il faut que toutes les conditions soient réunies pour que l'usager de la route porte le casque. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons continuer ces actions de contrôle-là en prenant le soin de, en tout cas, d'amender tous les contrevenants à ce décret-là. Voilà, donc je pense que nous sommes sur la bonne route. On va continuer. Mais à côté de ça, on organise plusieurs actions de sensibilisation. Voilà. Récemment, à Bobo, on a rencontré les vendeurs de cycles. Et aussi à Banfoura. Cette année, on les a rencontrés à Bobo et à Banfoura. Nous avons communiqué sur l'importance du port du casque et sur le décret les obligeant à vendre la moto avec un casque. On leur a fait comprendre le risque, en tout cas le client prend en venant prendre la moto dans leur boutique et en repartant sans casque. Parce que c'est vrai qu'il faut amender, il faut réprimer, mais il faut qu'eux-mêmes ils comprennent en tout cas l'importance même du port du casque. Donc nous à l'ONASER, nous menons beaucoup ces actions-là d'échange avec eux. Voilà, la dernière rencontre d'échange que nous avons eue, c'était en octobre passé à Banfoura avec les vendeurs de cycles. Voilà, donc voici entre autres les actions qu'on mène pour que ce décret-là soit effectif. D'accord. Alors, rapidement, on voit que une chose est d'offrir un casque à un client. Une chose également est d'offrir un casque de qualité à un client. Voilà, en ce qui concerne la qualité même des casques, que peut-on dire même en ce qui concerne la qualité des casques? Alors, il faut déjà dire que elle est très importante parce que c'est ce qui va amener aussi en fait l'usager à continuer de porter. Parce que le casque, c'est un équipement de prévention des accidents, c'est un équipement de protection en cas d'accident, mais c'est aussi un équipement en fait esthétique. Alors, si vous avez un casque de qualité, en fait, vous avez tout le temps envie de sortir avec pour que les gens voient. Mais si après 2 semaines, 3 semaines, votre écran devient rouge, vous ne voyez plus rien, la mousse à l'intérieur, donc cette matière-là, donc perd tout son chiffon, le casque devient dur en fait sur la tête, vous n'avez plus envie donc de porter. Et en plus, donc un mauvais casque, en fait, au lieu de protéger, devient facteur d'accident. Alors, parce que si vous ne voyez pas, si en fait l'écran est noir et que vous ne voyez pas, forcément vous avez la visibilité qui est réduite et le risque d'accident qui est élevé. Ok, alors d'accord, le temps de revenir là rapidement, on assiste également à une prolifération, j'allais dire, des vendeurs de casques un peu partout, et c'est sûr qu'avec cette annonce, la répression qui est annoncée d'ici à 2024, on va encore assister encore plus à cette prolifération des vendeurs de casques. Malheureusement, ces casques-là sont pratiquement au soleil. Est-ce que ça ne joue pas sur la qualité de ces casques-là qu'on offre aux clients? Bon, du moment que le casque même c'est fait à base de matière plastique, donc exposé au soleil, ça joue sur les casques. Donc l'invite que j'allais faire, c'est de rendre dans les lieux vraiment, dans les cadres vraiment agréables, et où les casques ont besoin, puisqu'il y a des cadres où je peux donner des exemples. Hein. Il y a EBMAF qui est là, il y a Faso Casque qui est là. Voilà, ce sont des lieux vraiment agréables que vous pouvez vous en procurer. Et peut passer par les associations parce que nous subventionnons aussi des casques pour vendre aussi. Donc il faut le dire, si les textes sont en vigueur, les gens seront amenés à doubler les prix des casques parce qu'ils savent que c'est obligé que les gens s'en procurent. Donc ils vont amener à doubler les prix et les casques aussi sont exposés au soleil, ce qui n'est pas bien. D'accord, alors Madame Karaman veut réagir à ce propos? Oui, il parlait tantôt du fait que certains commerçants vont doubler les prix des casques. Effectivement, je pense que nous avons à l'esprit tous ces aspects-là. C'est pourquoi nous avons entrepris de pourparlers avec le ministère du Commerce ou bien le ministère de l'Économie pour voir dans quelle mesure
Et on va arriver à une exonération, voilà, en droit de douane pour l'importation de casques dans notre pays. Donc sachez que oui, on va aller à la répression, mais nous sommes en train de travailler, en tout cas en amont, pour que cette répression-là, et pour que chaque citoyen puisse vraiment se procurer un casque. Voilà, donc nous sommes en train de voir, et nous sommes en pourparlers pour voir dans quelle mesure un importateur de casques puisse en tout cas être exonéré de droits de douane, par exemple. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit permettre pratiquement à ce qu'il y ait une baisse considérable des casques. Exactement, c'est à cela que je voulais en venir. C'est exactement ça. Voilà, je ne dis pas que c'est déjà effectif. Okay. Voilà, nous sommes en pourparlers pour que ça puisse être le cas, pour que ça soit vraiment accessible à tous les Burkinabés. Est-ce que suite à la mise en application de la répression qui est annoncée d'ici à 2024, est-ce qu'il y aurait également un suivi en ce qui concerne, j'allais dire, la vente même des casques? Bon, il faut dire qu'il y a quand même plusieurs sortes de casques, hein. Les prix varient, voilà quoi. Donc, en fonction de sa bourse, chacun pourra se procurer un casque. Mais comme je l'ai dit, si nous on travaille en amont et qu'on arrive à importer des casques sans certains frais, cela va amener en tout cas à réduire considérablement les prix des casques. Mais si le gouvernement remarque que voilà, il y a des citoyens véreux qui veulent profiter de l'entrée en vigueur de la répression pour augmenter les prix des casques, il va sans dire que le gouvernement va réagir en conséquence. D'accord. Alors, au-delà de la sensibilisation qui est faite, que ce soit par l'ONASE ou que ce soit par les différentes structures, les associations, on va voir également, par exemple, j'allais dire, certaines personnes qui circulent et qui vont peut-être prendre le casque qui sera mis à moitié, ou bien le casque qui est attaché derrière, ou bien au niveau du rétroviseur. Quelle conduite à tenir ou quelle est l'interpellation en ce qui concerne cela? Déjà, c'est ce que je disais. Le plus important, en fait, c'est d'amener les gens à aimer le casque. Mieux ils l'aiment, en fait, difficilement ils arrivent à s'en départir. Voilà. Et s'il n'y a que répression, on aura toujours des gens donc, qui vont en fait porter soit les casques à moitié, et en voyant le policier au fond là-bas, en fait, il porte le casque et quand il dépasse, donc il l'enlève. Voilà. Et donc ça veut dire qu'en plus donc de la répression, il faut qu'on revienne toujours en fait sur donc les questions de sensibilisation pour que les gens comprennent. Parce qu'on ne comprend pas jusqu'à présent en fait l'importance du casque. On pense que c'est toujours... Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en plus donc de vous protéger en cas d'accident, le casque contribue à réduire même en fait déjà les risques d'accident. Dans un pays comme le Burkina Faso, on a beaucoup de poussière et tout. Ça contribue fortement en fait à occasionner donc des situations d'accident. Et si vous avez un bon casque avec un écran donc qui ferme bien le visage, donc vous êtes protégé de tout ça et vous êtes encore plus en sécurité en fait sur la route. D'accord. Alors avant de terminer pratiquement cette émission, on va faire pratiquement un tour de table pour quel est ce message interpellateur par rapport que ce soit au niveau des casquets de façon que ce soit au niveau de la caravane des casques, que ce soit au niveau de l'ONASE. Quel est ce message là aujourd'hui, ce message interpellateur au-delà de la répression qui est annoncée? Quel est ce message que vous aviez à l'endroit que ce soit des personnes même qui doivent porter le casque, que ce soit des vendeurs ou que ce soit au niveau du gouvernement? Amidou. Alors, merci. J'allais dire au niveau du gouvernement, premièrement, c'est de trouver un cadre vraiment pour subventionner les casques, pour rendre les casques à des coûts abordables, pour que la population puisse en profiter. Et au-delà aussi des revendeurs, c'est de ne pas profiter de la situation pour augmenter le prix des casques, parce que le Burkinabé, on a vu lors de pénurie de l'essence, beaucoup ont augmenté les prix et tout. Okay. Donc c'est dette sociale vraiment. Et inviter la jeunesse à prendre conscience et à adopter de bonnes mesures, de bonnes pratiques pour porter le casque. Parce que le port du casque ne t'évite pas les accidents. Ça c'est de 1. Il faut bien porter le casque de 1. Il faut respecter le code de la route. Okay. C'est très important parce que la nation a besoin d'une jeunesse qui est en bonne santé pour participer au développement durable. On a besoin d'une jeunesse qui est en bonne santé. Alors, le message interpellateur de la caravane des casques. Alors, déjà, il faut dire qu'on n'a pas besoin de répression. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas le gouvernement en fait, qui est dans nos urgences. Ce n'est pas le gouvernement qui est couché en fait, sur les routes.
ce n'est pas le gouvernement qui perd en fait chaque jour ses enfants, ses parents et tout. Donc que chacun justement se dise que au-delà en fait de sa personne, il compte en fait pour beaucoup de gens. Alors il a une famille qui compte sur lui, il a un pays, n'est-ce pas, qui compte sur lui, il a des collègues qui comptent sur lui, et la route ne doit pas justement nous amener chaque jour à perdre des amis, à perdre des parents, etc. Je trouve que c'est quand même assez égoïste de sortir en fait sans être protégé quand on pense déjà à toute cette vie en fait donc qui se mène grâce à nous en fait, parce que rattaché un peu, voilà. Donc c'est inviter déjà chacun à prendre les mesures, pas pour le gouvernement mais déjà pour soi. Ça marche. Alors on termine le message interpellateur avec l'ONASER. D'accord, il va s'adresser aux jeunes, aux parents et à la population en général. Aux jeunes, je dirais tout simplement que les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les jeunes. Donc quand on tient à sa vie, on la protège. On la protège tout simplement en adoptant des bons comportements, en circulation, en portant le casque, en bouclant sa ceinture de sécurité quand nous sommes dans un véhicule, en ne conduisant pas dans l'état d'ébriété, etc., etc. Aux parents, quand on aime ses enfants aussi, on les protège. On les protège en les inscrivant dans les auto-écoles pour qu'ils apprennent le code de la route. Et à toute la population, je dirais que chacun doit adopter un bon comportement si tout le monde veut être en sécurité, en circulation. D'accord, merci Maïmouna Karama d'être passé sur notre plateau. Merci on se retrouvera très bientôt. Merci à Amidou Ouetrogo, membre de l'association Les Casqués du Faso. À vous le merci. Et merci à Joseph Landry Koulibaly, promoteur de la caravane des casques. Merci à vous, M. Kwama. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices. On s'arrête là pour ce numéro. Déjà, portez vos casques, respectez le code de la sécurité routière. C'est bon pour chacun de nous, c'est bon pour les familles, c'est bon pour le gouvernement, c'est bon pour la nation entière. D'ici là, on se donne rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.